Allez, on plonge direct dans ce décryptage. Imaginez un peu la scène. Une forteresse technologique, un monopole de plus de 30 ans, réputé littéralement imprenable. Sauf que voilà, ces fondations ne cèdent pas sous les bombes d'une armée ennemie, non. Elles s'effritent de l'intérieur, dans un silence de mort, à cause de ses propres décisions. C'est exactement ce cyber-thriller qui se joue en ce moment même sous nos yeux, avec l'industrie informatique traditionnelle. Et la vraie question, c'est comment un tel empire s'effondre-t-il sans faire le moindre bruit ? En fait, l'écran ne s'éteint pas d'un coup sec. C'est plutôt une hémorragie lente, invisible. Les utilisateurs, les développeurs, même les gros fabricants de matériel, tout le monde commence à se rebeller. On assiste à un véritable exode massif. Et pour bien saisir l'ampleur du phénomène, il faut d'abord comprendre le piège machiavélique qui a déclenché tout ça. Chapitre 1. Le piège de Windows 11. Tout part d'un compte à rebours fatidique. La fin annoncée du support de Windows 10. Ajoutez à cela un mur artificiel bloquant les mises à niveau pour des millions d'utilisateurs et vous obtenez une véritable prise d'otage matériel. 240 millions, rien que ça. L'ampleur du chiffre donne littéralement le vertige. C'est le nombre ahurissant de PC en parfait état de marche, je précise, qui se retrouvent condamnés à la décharge du jour au lendemain. La raison ? Des prérequis complètement arbitraires, comme cette fameuse puce TPM 2.0, ou la nécessité d'avoir des processeurs soi-disant ultra récents. Et concrètement, au-delà des jolis discours écolos de la Silicon Valley, le véritable coût environnemental de cette obsolescence programmée est désastreux. On parle de 480 millions de kilos de déchets électroniques balancés d'ici 2026. Pour visualiser, c'est le poids de plus de 320 000 voitures. C'est une stratégie industrielle super brutale pour forcer le renouvellement mondial du parc et croyez-moi, ça crée une onde de choc et une colère monumentale chez les consommateurs. Ce qui nous amène au chapitre 2, télémétrie, bloatware et l'ère du microslop. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette transition forcée ? Le système d'exploitation n'est plus juste un outil. C'est devenu un immense panneau publicitaire agressif. Une usine à gaz saturée de mouchards, de logiciels préinstallés inutiles, avec des intégrations interminables pour nous forcer la main vers le cloud. Bref, une architecture massive de surveillance et de monétisation. Et là, on a droit à un cas d'école magistral de l'effet Streisand. En gros, plus la multinationale a forcé la dose sur les pubs et le traçage, plus la rébellion s'est organisée en ligne. C'est de là qu'est né le surnom microslop, un terme hyper viral craché par des utilisateurs à bout de nerfs qui s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. La marque, jadis intouchable, est carrément devenue le symbole du logiciel intrusif et poubelle. D'ailleurs, face à ces géants qui veulent dicter nos usages, soutenir l'information indépendante est vital. Donc pour faire grandir notre communauté naissante et appuyer ce travail d'enquête, un petit abonnement, un j'aime, un partage ou un commentaire, c'est de loin la meilleure arme. Vraiment, c'est essentiel pour faire entendre une voix différente dans cette jungle numérique. Allez, on enchaîne avec le chapitre 3, Rufus et la résistance low-tech. Comme dans tout bon thriller, il y a toujours un détail qui fait dérailler la grosse machine corporatiste. Et ce détail, c'est Rufus. Un tout petit logiciel open source, en apparence rudimentaire, mais qui est en réalité une arme redoutable pour démanteler les barrières de l'Empire, ligne de code par ligne de code. Les super pouvoirs de la version 4.14 sont absolument dingues. En quelques clics, boum, il pulvérise les restrictions matérielles. Il s'installe sur des antiquités avec moins de 4 Go de RAM et le meilleur pour la fin, il nettoie tout le système. Un clic et adieu les mouchoirs, Teams, le cloud et il force la création d'un compte local ultra sécurisé. C'est de la pure rébellion numérique. D'ailleurs, petite parenthèse, si la communauté souhaite un tutoriel complet pour apprendre à installer un OS totalement propre sur ces fameuses machines soi-disant obsolètes, dites-le nous direct dans les commentaires. Chapitre 4, l'exode vers Linux. L'intrigue prend de l'ampleur ici, car la rébellion, ce n'est plus juste quelques bidouilleurs ou des pirates de l'ombre. Non, les titans du matériel informatique préparent eux-mêmes leur grande évasion. Faut dire que la pression économique finit toujours par faire craquer les monopoles. Avant, les fabricants de PC étaient littéralement menottés au système dominant. Aujourd'hui, on voit des choses impensables. Huawei qui bascule pour des questions de souveraineté politique ou des monstres absolus comme Lenovo, HP et Dell qui se tournent vers Linux pour fuir les coups faramineux des bugs du système historique. Les vieux contrats de confiance volent en éclats. Le contraste philosophique est tout juste flagrant. D'un côté, un vieil écosystème lourd, verrouillé, blindé de ventes forcées. Et de l'autre, des alternatives Linux hyper modernes, fluides, qui imitent à la perfection nos habitudes, avec des systèmes géniaux comme Zorin ou PopOS, avec des outils puissants comme Proton pour faire tourner les gros jeux sur n'importe quel matériel,
Ces alternatives ouvrent grand leurs portes aux réfugiés fuyant un empire qui vacille. On passe au chapitre 5, le pari risqué de l'intelligence artificielle. Face à ce lent naufrage, comment réagit la firme? Par une fuite en avant totalement frénétique. Ce pivot soudain vers l'intelligence artificielle, beaucoup le voient davantage comme un gros écran de fumée pour masquer le déclin de la plateforme classique. C'est un peu un bégaiement de l'histoire, non? Souvenez-vous du flop monumental de Cortana, balayé discrètement sous le tapis. Aujourd'hui, avec Copilot, c'est un pari encore plus périlleux. C'est incrusté partout, de force, mais ça repose quasi intégralement sur des alliances ultra fragiles, avec des fournisseurs externes de modèles de langage. C'est une dépendance colossale, avec une rentabilité super floue qui pourrait faire s'effondrer tout l'écosystème si un seul de ces partenariats venait à lâcher. Et nous voilà au chapitre 6, l'effondrement silencieux d'un empire, le point culminant de notre histoire. Regardons les faits purs et durs, les chiffres du marché froid et implacable, qui dévoilent une brutalité inouïe en coulisses. Ces données révèlent une anomalie historique. Les utilisateurs font carrément machine arrière. Alors qu'on force la mise à mort de Windows 10, sa part de marché regrimpe pour frôler les 45% fin 2025. Les gens rétrogradent activement. Ils préfèrent retourner sur un système bientôt abandonné plutôt que de subir le nouveau fleuron de la marque qui, lui, s'effondre de 5 points en 2 mois. Un camouflet absolument monumental. Et sur l'image globale, c'est la chute libre. Le monopole historique passe sous la barre fatidique des 60%. Les alternatives montent tranquillement, ok, mais ce qui explose véritablement, c'est la part de l'inconnu et des systèmes contournés. Ça prouve que des millions de machines disparaissent littéralement des radars, utilisant des solutions non traçables pour échapper à cette usine à gaz devenue beaucoup trop indiscrète. Juste avant de tirer la conclusion de ce fascinant décryptage, pensez vraiment à vous abonner et à lâcher un commentaire juste en dessous. En plein effondrement de ces vieux systèmes de contrôle, chaque abonnement consolide la voix de notre communauté et nous permet de continuer ce travail d'investigation de fond. On a besoin de vous. Ce qui nous mène à cette réflexion finale un peu vertigineuse. Bien sûr, cet empire ne va pas s'évaporer en un claquement de doigts, mais il mute. Le système d'exploitation devient de simple tuyauterie, un arrière-plan invisible pour des services cloud et de l'intelligence artificielle. Et si le socle même de nos ordinateurs n'a plus d'importance, se pose alors la question la plus troublante de notre époque. Au final, qui tire les ficelles et qui possède réellement le contrôle de notre avenir numérique? C'est la question à garder en tête, car croyez-moi, l'exploration de l'envers du décor ne fait que commencer.